à la mairie, s'il vous plaît, ça m'intéresserait de savoir de quelle liste vous parliez. C'est une liste qui est tenue par la mairie, effectivement, pour avoir effectivement tout le nom de toutes ces personnes qui se sont soit désignées pour bénéficier de cette assistance, ou effectivement que quelqu'un a signalé. Vous ne connaissez pas cette idée? C'est sûr que c'est quelque part. C'est le canicule, alors c'est le plan oui, c'est issu de ça. C'est en suivant, c'est à partir de 2004 que ça a été mis en place. Ça marche aussi en hiver. Ah oui, quand c'est je suis sur un bassin de santé qui je suis gestionnaire de cas à la Maillette, sur un bassin de santé en montagne. Et effectivement, il y a certaines mairies en montagne qui ont une liste de personnes assez isolées et qui, avec la neige, ne vont pas pouvoir voir quelqu'un pendant plusieurs jours. L'idée, là, c'est effectivement, on est face à une personne qui est en incapacité de pouvoir décider. Une décision va être prise d'une sortie d'EHPAD. Est-ce que le fils qui a décidé de cette sortie d'EHPAD a autorité finalement sur la décision d'une équipe médicale qui dit non mais attendez, si un retour à domicile, il y a vraiment un danger. Voilà. Est-ce que vraiment il y a ce souci d'écouter le fils, parce que derrière, quelque part, on peut entendre que le financement de l'EHPAD, il ne sera plus, donc l'EHPAD va forcément avoir un petit peu de mal à récupérer le financement, en tout cas de l'EHPAD. Donc voilà, on peut sous-entendre aussi qu'il y a cette idée que du moment où il ne paie plus, finalement, on met un peu la personne dehors. Voilà, on se pose des questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut être mis en place? Il y a des professionnels qui interviennent. Si par exemple, je ne sais pas, une assistante sociale va aider à préparer la sortie, est-ce qu'elle doit faire ce signalement au procureur? Est-ce que finalement on accepte ce retour au domicile? Est-ce que l'équipe médicale doit faire ce signalement? Voilà, ce sont toutes ces questions-là. Il me semble que qu'est-ce que ça sous-entend, c'est bien ça, vous rajoutez ainsi. Parce que c'est tiré en fait de situations finalement vécues de pratique. On a quand même des éléments inquiétants, mais qui mériteraient d'être déjà corroborés par des éléments médicaux, qui à mon avis peuvent être appréciés utilement par le procureur de la République, en tout cas le magistrat chargé de la protection des majeurs. Après, voir si effectivement, dès le stade du parquet, la mise en mouvement effectivement d'une possible action peut déjà avoir un impact sur le fils. Parce que là aussi, il faut peut-être espérer que l'engrenage des rouages judiciaires puisse avoir un effet psychologique sur ce fils et peut-être le questionner sur l'utilité de s'enfermer dans une position qui ne paraît pas nécessairement correspondre à l'intérêt de sa mère. Mais je dirais que c'est... Voilà, on est quand même effectivement la lisière où, à mon avis, on peut commencer à alerter. Et à partir du moment où le fils, là, dans une situation comme ça, refuse l'aménagement du logement pour la sécurité de la personne qui va sortir de l'EHPAD. Ah ben, pour moi, je pense qu'on est dans une situation de danger. Donc là, du coup, on alerte aussi. Je pense que ça mérite un signalement pour la République, oui, quand même. Si on est certain que la personne concernée risque de chuter pratiquement au quotidien, voire plusieurs fois, parce que le logement n'est pas du tout adapté, qu'il n'y a pas éventuellement de lit médicalisé adapté, ce genre de choses. Des escaliers sécurisés. Voilà, donc on a dit, oui, ça questionne sur la motivation de ce que cet enfant. On ne sait pas trop, est-ce que c'est seulement je sais pas, la relation fusionnelle qu'il entretient avec son parent qui le pousse à avoir ce type d'attitude, ou est-ce qu'il y a d'autres objectifs moins avoués. En tout cas, ça questionne suffisamment, à mon avis, pour mériter un signalement. Après avoir pris quand même à tâche et avoir récolté des renseignements auprès du corps médical pour attester effectivement que ce retour à domicile est plus que dangereux. Mais du coup, l'établissement doit quand même laisser sortir cette personne, ou ils peuvent refuser de la laisser sortir, sachant qu'elle va être en danger à domicile? Ça me paraît compliqué, en l'absence de mesures de protection, d'interdire. Ils ne peuvent pas. Qui va payer? L'aide sociale, mais l'épouse, si l'épouse est d'accord pour une aide sociale et qu'elle refuse le retour à domicile, mais que c'est le fils qui fait pression, il y a le conjoint.
Mais de toute façon, nous avons affaire à des adultes. Très concrètement. Donc il n'y a personne qui a autorité sur personne ici. Dans ce cadre-là. On n'est pas dans le cas d'un mineur vis-à-vis d'un parent ou inversement. Donc là, ils vont dire le fils ou le conjoint n'a pas plus de pouvoir l'un que l'autre sur le majeur. Et s'il y a une personne de confiance, quel est son rôle? S'il y a eu une désignation à l'entrée, est-ce qu'elle peut intervenir dans ce cas-là? Elle peut être consultée, mais est-ce que de là y reconnaître une autorité? Consulter quand même lors de l'entrée. Il y a une recherche de consentement lors de l'entrée et à ce moment-là, elle est consultée. Donc là, on est dans la situation. J'entends bien votre demande. Vous aimeriez que dès ce stade, il y ait des mesures contraignantes qui puissent exister pour protéger la personne âgée. On va être très clair sur cette manière. D'où l'intérêt du signalement. La personne de confiance est le porte-parole du patient. C'est-à-dire qu'elle pourrait dire éventuellement, je sais qu'il m'avait dit qu'il ne voulait pas être à l'EHPAD ou qu'il voulait être à domicile. Mais elle ne pourra pas prendre de décision parce qu'elle n'a pas de force juridique du tout. C'est le porte-parole, la personne de confiance, c'est tout. Il témoigne de ce que pensait la personne quand elle était lucide. Tout à fait. Pour gagner du temps, le médecin de l'EHPAD peut-il faire du signalement au procureur ou d'une sauvegarde médicale, par exemple? Il peut effectivement, oui, ça se conçoit. Après la sauvegarde médicale, je ne l'ai pas évoqué parce que c'est très particulier, mais effectivement, si c'est un biais qui peut être utilisé et si le médecin est prêt à tenter cette mesure, ça peut être utilisé, mais ça sera un premier pas, quoi qu'il en soit, qui à mon sens ira vers un signalement pour que les choses s'engagent après de manière plus concrète. Alors après, si effectivement la situation de danger est soutenue, c'est vrai que c'est un genre de dossier, si véritablement le risque est grand, sur lequel je peux être particulièrement alerté dès ma saisine. Signalement, demande de protection, qui à qui? Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. Quel ordre on fait les choses? Qui peut faire un signalement ou une mesure de protection et à qui? Au juge, au procureur? Alors comme nous l'avons déjà Je connais la réponse, hein, mais c'est pour l'entendre redire. Vous ne pouvez pas vous saisir directement. Alors qui vous? Qu'est-ce que vous entendez par vous? On va dire que pour résumer, tous les professionnels de santé ou les travailleurs sociaux qui travaillent dans le paramédical passent obligatoirement par le filtre du procureur de la République qui apprécie le bien fondé d'une mesure de protection éventuellement et qui me saisit. C'est-à-dire que moi je suis saisi par le procureur de la République qui est partie liée à la procédure avec les éléments qui ont été transmis au procureur dont j'ai connaissance de vos rapports, mais ce serait une perte de temps que de tenter d'accélérer les choses en me signalant la difficulté, parce que moi je ne peux qu'au mieux, si on va dire je me suis levé du bon pied, transmettre au procureur pour accélérer les choses, et imaginons que je sois un peu plus chagrin ce jour-là, vous renvoyez le dossier en vous disant qu'il faut l'envoyer au procureur. Et pour la demande de protection, qui peut la faire alors? La requête. C'est la requête, c'est l'acte de saisine. C'est l'acte de saisine. C'est l'acte de saisine. Par contre, la requête. Qui peut la faire la requête? Voilà, c'est qui peut la faire. Alors, ça dépend des mesures. C'est-à-dire que très concrètement, en habilitation familiale, ça va être le conjoint au sens large, les enfants, les petits-enfants, avec tout l'entourage familial. En habilitation familiale, le procureur ne peut me saisir, mais qu'à la demande d'un membre de l'entourage de la famille. C'est-à-dire que le procureur de lui-même, saisi par effectivement un service, je pense qu'au niveau de la saisine, ça sera compliqué de valider pour une habilitation familiale. Mais sur une mesure judiciaire, effectivement, vous pouvez être un signalant, quoi qu'il en soit, mais comme ça se fait dans d'autres contentieux, en matière de protection des mineurs notamment, le signalement peut intervenir parfois des établissements scolaires, du voisinage, il peut y avoir effectivement plusieurs signalements. Est-ce que lorsque la personne est d'accord pour demander, ou l'entourage est d'accord, est-ce qu'ils peuvent faire l'entourage, par exemple, la requête eux-mêmes, la requête auprès de vous? Alors, auprès je du vais être juge. obligé d'être un peu juriste dans ma réponse, Oui. parce que je sais bien, et on ne va pas se mentir, je reçois des requêtes, je vois très bien que ce n'est pas la personne âgée en l'occurrence qui la remplit, parce qu'on a une écriture très fluide, Différente. je ne vais pas me lancer dans ce débat, mais généralement féminine, assez déliée, et à la fin une signature toute tremblotante qui relève plus de la bouche. Alors je me dis que le signataire n'est pas le rédacteur de l'acte. Alors c'est vrai qu'en termes de recevabilité, ça peut poser la question de savoir est-ce que la personne qui a signé a bien compris ce qu'elle a signé. Ça demande Et de est-ce protection. que l'entourage, justement, moi j'ai un cas là, où les enfants ont fait la requête et l'ont signée. Est-ce que ça c'est légal que vous saisirez? Ah bien sûr, oui. Au contraire, j'ai envie de dire ce sont les premiers signalants, les signalants naturels.
qui donne un peu les enfants pour protéger ses parents. Entre le moment où on envoie le signalement et où quelque chose est mis en place, il faut qu'on compte combien de temps à peu près? C'est impossible à vous dire parce que l'impératif ce sera d'obtenir un certificat médical circonstancié. Voilà, avec la question de son financement, savoir est-ce que c'est en résumé l'État qui va prendre en charge au regard des revenus de majeur protégé, ou est-ce que ce sera le majeur protégé qui pourra assumer le coût de ce certificat qui s'élève à 160 €. Donc là, il y a quand même un impondérable, un aléa, il y a autant. Je ne peux pas vous donner un renseignement précis sur ce point. Je pense que les gens ont conscience des intérêts qui sont en jeu et essaient de travailler au mieux. Je m'ai appris il y a la masse, voilà, qui fait que voilà, il y a comme ce temps incompressible d'analyse. Pour le médecin aussi, trouver le créneau pour examiner la personne, la rencontrer déjà avec les difficultés qui peuvent exister pour rencontrer la personne, sachant que moi, je ne peux pas être saisi sur la base d'une requête, même du procureur de la République, si je n'ai pas le certificat médical. C'est-à-dire que la présence du certificat dans la requête est une condition de recevabilité. Si je n'ai pas ce certificat, cette requête ne vaut rien. Voilà, elle n'est pas recevable en tant que telle. Et c'est tout, pas de la mauvaise volonté, mais c'est le texte qui l'exige, il faut qu'il y ait ce certificat médical, avec la difficulté du majeur à protéger, un peu moins pour les personnes âgées, mais le majeur protégé qui comprend bien dans quel sens va le vent et qui va développer plein de stratégies pour éviter de rencontrer le médecin. Ça, c'est une difficulté. Alors la Cour de cassation a bien précisé qu'on ne pouvait pas instaurer de mesures de protection sans certificat médical, mais avec un bémol qui permet au médecin qui a été désigné d'établir au regard du dossier médical qui peut lui être communiqué un certificat sans avoir rencontré le major à protéger, mais je pense que l'exercice est délicat pour un médecin aussi. J'entends la difficulté, mais juridiquement, il y a quand même ce biais, mais qui en pratique est assez compliqué à mettre en œuvre. Je peux entendre que pour un médecin, c'est compliqué d'écrire qu'une personne a besoin d'être protégée avec tout ce que ça sous-entend, tout ce qu'on a dit. Voilà, si elle n'a pas ne serait-ce que discuté quelques instants avec cette personne-là. Donc ça montre les limites quand même, si vous voulez, de notre système de protection qui finalement repose sur l'idée qu'il faut au moins instituer une adhésion, une absence de position minimale. Le procureur peut décider de nommer un expert médical pour faire le certificat. On n'est pas obligé de lui enlever, de lui envoyer le certificat forcément dans la requête, même si c'est plus... Pas dans la requête, dans le signalement, même si c'est plus rapide évidemment. L'expert qui est nommé par le procureur, il peut aussi être financé par le tribunal, c'est bien ça, Pour des questions des revenus majeurs protégés. Dans le cas où les revenus ne sont pas suffisants pour payer l'expertise. Une situation d'urgence ne permettra pas de prendre en charge un certificat sur les mondes publics. C'est vraiment lié au patrimoine du major protégé. Sachant qu'il peut y avoir une enveloppe fermée sur ce type pour le financement de ce type d'expertise au niveau du tribunal. Très concrètement, est-ce que la personne relève, si vous voulez, du cas dans lequel l'État va prendre en charge le certificat médical? Ça passe tout simplement par la fourniture de l'avis d'imposition. On est vraiment sur des chiffres, en l'occurrence. Alors ça dépend des situations, parce que vous savez, une personne âgée qui a peu de sous, qui finalement n'a qu'un compte au courant, la tutelle peut être assez simple à exercer. Les comptes de gestion seront vite remplis, il n'y aura pas grand-chose à mettre dedans. J'ai envie de dire que c'est lorsqu'il a un patrimoine financier conséquent, plusieurs comptes bancaires, des assurances vie, voire des parts de sociétés civiles immobilières, ce genre de choses, où là, effectivement, voilà, les autorisations du juge vont se démultiplier au gré des mouvements qui sont envisagés. Donc, en gros, dans l'urgence et pour éviter le retour à domicile, on ne peut rien faire. Alors, en tout cas, vous pourrez téléphoner au service des tutelles, mais on vous dira qu'on n'est pas saisi de la situation. Voilà. Donc c'est vrai que, et je comprends, les gens sur le terrain pensent juge des tutelles, mais ça ne devient, entre guillemets, mon problème qu'à partir du moment où je suis saisi. C'est comme ça qu'on vit en droit de la situation. Tant que je ne suis pas saisi, je ne peux que vous inviter à signaler le plus rapidement possible le procureur de la République. Non, on peut dire au fils aussi qu'il n'est pas quoi, c'est pas lui qui décide. Voilà. Après, je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire aussi auprès des familles. Vous pouvez, sur la base de ces renseignements juridiques, leur dire ce qui peut se passer si certaines décisions sont prises. Voilà. Alors, je n'aime pas parler de menaces de signalement parce que c'est pas quelque chose qui est moralement très, très agréable. Mais je pense qu'il faut mettre tout simplement les gens face à leurs responsabilités.
leur dire qu'au regard des renseignements médicaux recueillis, cette décision ne paraît pas conforme à l'intérêt du parent, et dire que il y a quand même un risque de signalement auprès du procureur de la Là, le République. fils est informé de tout ça. Écoutez, c'est qu'il a la tête dure, on s'expliquera quand même mieux. C'est le cas d'une dame qui est délirante, paranoïaque, et donc il pense que sa mandataire est contre elle. Et que la mandataire serait pour une partie de la famille qui est contre elle. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir juger ça, vous, du niveau de délire. Est-ce que vous demandez un examen éventuellement, je sais pas. Honnêtement, ça m'évoque plusieurs situations, donc je ne sais pas de laquelle je vais parler, parce que c'est un problème du quotidien pour moi, ce genre de situation. Après, je pense qu'il faut quand même laisser poser les choses, discuter, et bien comprendre quelles sont les motivations du majeur protégé. Et j'ai envie de dire, si elles ne sont pas justifiées, parce que parfois c'est justifié, de déminer le terrain. Mais il m'est arrivé de décharger effectivement certains curateurs ou tuteurs, parce que à un moment donné, ça n'est plus possible, le contrat de confiance minimale est rompu, il faut repartir sur de nouvelles bases, sachant que la pathologie de la personne risque de faire en sorte que l'histoire va recommencer avec le mesure mandataire. Je voudrais dire aussi qu'à l'intérieur du service de l'habitat, on a régulièrement des demandes de changement. Alors en interne par rapport aux délégués, alors on essaie de ne pas donner suite systématiquement, on essaie de décortiquer un peu de la même manière aussi que vous le faites, mais en même temps, quelquefois le blocage de la relation est tel, on sait que ça va recommencer, qu'un an après avec le nouveau délégué, ce sera la même insatisfaction, on rechangera. Mais quelquefois il y a un tel blocage relationnel qu'on le fait aussi, il faut le faire, sinon ça ne passe pas, on ne peut plus. Justement, je voulais enchaîner par rapport aux tuteurs. Alors, la deuxième situation, c'était un peu ça, c'était les tuteurs familiaux, qui sont souvent pas formés, finalement, et qui découvrent, qui vont être nommés, parce que, effectivement, c'est quand même la mesure quelquefois la plus adaptée, mais qui ne savent pas qu'à la fin de l'année, ils doivent rendre des comptes, ne sont pas dans cette dynamique, on va dire, d'un tuteur professionnel. Donc, existe-t-il justement des formations par rapport à... Alors là, vous faites un cadeau immense, je crois, parce que là, il y a de nouveautés toutes récentes. J'ai trouvé d'ailleurs l'acte en question sur mon bureau il y a quelques jours. Donc, effectivement, si vous voulez évoquer ce point, je vous en prie. J'ai déjà commencé à recevoir des gens qui aussi, avant de demander une mesure de protection, se posent beaucoup de questions. Donc aussi, on peut faire du conseil. Est-ce que c'est opportun de demander une mesure? Comment on peut évaluer aussi qu'un de nos proches a besoin d'une mesure? Est-ce que donc ça peut être du soutien, c'est de l'accompagnement ponctuel pour aussi faire un peu un travail éducatif pour aider les gens aussi à gérer les mesures de protection qui sont somme toute parfois souvent simples, mais parfois sont complexes. Et quand il y a des enjeux affectifs au milieu, pour beaucoup de personnes, ça leur semble insurmontable. C'est-à-dire qu'ils oublient qu'ils savent faire des choses et que techniquement, c'est pas très compliqué, mais ils sont tellement embrouillés dans leur histoire familiale et affective qu'ils n'arrivent plus à voir qu'ils peuvent faire des choses pour leurs proches. Donc le service, je reçois sur rendez-vous. C'est un service qui est totalement gratuit pour accompagner ces personnes-là qui se posent beaucoup de questions en amont, pendant ou aussi pour arrêter une mesure ou pour demander une mesure pour soi ou pour quelqu'un. Voilà. C'est un service d'information et d'accompagnement. Il y a un service qui est très utile parce que je reçois énormément de courriers sur la gestion quotidienne par les familles de mesures de protection et souvent on me demande quasiment des conseils en matière de gestion de patrimoine. Alors bien sûr je n'ai pas la légitimité pour le faire dans le place de magistrat et encore moins les compétences parfois sur des questions très techniques, donc c'est vrai qu'il est important qu'il y ait des entités associatives ou pas, pas non plus forcément de formation aussi très poussée en gestion de patrimoine, mais j'essaie aussi d'orienter les gens vers des services spécialisés, notamment en termes bancaires ou en termes d'assurance, pour que les gens ils aient des informations très précises et très cliniques. Donc je vais aussi faire de l'orientation vers des professionnels, donc ce sera le métier. J'avais une question aussi, désolée, pour mettre en rôle faux, la dernière. Quand vous êtes saisi sur une problématique d'un accompagnement d'une personne qui peut poser question justement pour une famille, je sais pas, donc par exemple une fille vous saisit parce qu'elle estime que l'accompagnement qui a été proposé à sa mère ne lui convient pas.
est-ce que l'avocat peut saisir le dossier social du professionnel des professionnels qui interviennent dans l'accompagnement? Je ne sais pas si je me suis bien fait. J'ai compris votre question, mais je ne vois pas très bien l'intérêt qu'il y aurait à chercher ce document auprès de tiers. Mais bon, en général, on va demander. Alors c'est un petit peu compliqué la consultation du dossier parce que c'est monsieur le juge des tutelles qui va nous autoriser à consulter la procédure. Si effectivement il y a déjà une mesure et que la personne concernée vient avec la notification de la mesure et qu'elle souhaite faire appel, c'est vrai que là on le fera avec les éléments du dossier et avec les éléments qu'elle peut nous apporter. On ne va pas aller chercher autre chose ailleurs. Sachant que la décision est prise au regard du dossier et que le dossier. Pour en revenir à la situation de Madame B, ça m'intéressait par rapport à la question de l'habilitation familiale. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de contrôle qui était exercé sur la gestion lorsque c'est un membre de la famille. Et lorsqu'au niveau des services sociaux, on constate, ou on suppose, parce qu'on ne peut pas l'affirmer, on n'est pas dans la vie privée, que l'intérêt de la personne protégée n'est pas mis en œuvre, que ses droits ne sont pas ouverts, que les actes de la vie quotidienne ne sont pas faits, ou potentiellement faits, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Sachant qu'il y a une décision de justice qui a mandaté cette personne. Si vous estimez que, effectivement, il y a peut-être certaines prestations qui ne sont pas assurées, que le portage de repas n'est plus payé, ce genre de choses, je pense qu'il relève même pour vous de votre propre responsabilité. Après, la difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, c'est de la légitimité pour eux. On a des informations qui ne sont pas vérifiées, donc pas aisément faire un signalement, je pense. Mais pour aller au domicile, vérifier les éléments. On n'est pas mandaté comme sur la protection de l'enfant, je pense. Bien sûr. Au niveau de la loi, on n'est pas sur les mêmes... Alors, si on n'est pas sollicité par l'ordre de la famille... Mais c'est toute la difficulté de la remontée de l'information vers l'institution judiciaire, parquet et juge des tutelles. Je suis certain que sur les 3800 dossiers qui sont dans son cabinet, certains doivent être problématiques au quotidien, mais je ne le sais pas. Parce que voilà, si l'information ne remonte pas, si tout est fermé dans la famille, si vous avez un fils tuteur... Oui, je comprends bien. Alors après, on va être très clair, il y a encore des infractions pénales qui existent, qui concernent pour certaines effectivement, justement, le public, des personnes âgées. Il y a l'abus de faiblesse, mais voilà, on peut en imaginer d'autres. Je pense qu'un signalement au procureur peut quand même permettre, en tout cas, de questionner. Alors ça mérite en tout cas que ce signalement soit suffisamment étayé. C'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'il y ait matière à procéder peut-être à certaines auditions, certaines vérifications bancaires éventuellement. Voilà, il faut, si vous voulez, donner de la matière à la machine judiciaire pour qu'elle puisse après elle-même faire son travail. Si c'est juste un intervenant social et que c'est purement déclaratif, ça risque d'être trop léger. Donc j'ai presque envie de dire qu'il vous faut constituer votre petit dossier avant, après, voilà, de le soumettre au procureur de la République. Le fait qu'il y ait un refus d'intervention au domicile, ça peut laisser supposer effectivement qu'il y a quelque chose à cacher. Parce que sinon, il n'y a pas de raison qu'on n'ouvre pas la porte, qu'on ne donne pas les renseignements. Oui. Déjà. Donc on va dire que c'est le début d'une alerte, se questionner pourquoi la porte ne s'ouvre pas, pourquoi on n'a pas accès à la personne âgée, éventuellement. Ah mais je sais pas. C'est des petites choses comme... c'est pas des grands dangers, c'est une absence de mutualisation, ça peut être une absence, le soin, on ne sait pas trop. Est-ce que vous voir le médecin ou pas. Enfin, voilà, quand les familles sont recluses sur elles-mêmes, on n'a pas... Alors après, il faut peut-être distinguer vos craintes de l'objectivité. Là, on est plusieurs professionnels à partager les mêmes craintes. On s'est quand même posé, concerté à plusieurs personnes pour étayer un peu la difficulté. Mais à mon avis, voilà, l'idée c'est de se rappeler un maillage, de voir si vos propres inquiétudes sont retrouvées dans d'autres esprits et si effectivement vous avez suffisamment d'éléments pour porter quelque chose de circonstanciel. Voilà, l'information de l'institution judiciaire. Mais c'est vrai que je me mets à la place du magistrat qui reçoit ce signalement, supposer qu'il y ait des faits de maltraitance, imaginons qu'il faut quand même qu'il y ait des éléments circonstanciels. Voilà, c'est en tout cas quelque chose qui soit assez étayé pour déclencher, si vous voulez, quelque chose en aval. Par rapport au signalement, moi j'avais une question sur le travailleur social qui va signaler. Alors, est-ce que c'est son service qui doit signaler
Ou est-ce que le travailleur social peut signaler tout seul sans la validation de son service? Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre par les travailleurs sociaux qui sont dans le... Et comment ça se passe pour les autres? Vous voulez savoir si c'est le chef de service qui doit signaler? Oui, ou l'entité, enfin, ou le conseil départemental. Vous pouvez tout à fait signaler en tant que travailleur. Après, il y a la hiérarchie interne et peut-être certaines susceptibilités à ne pas froisser. Mais enfin, je ne vois pas comment on pourrait vous interdire à vous. Voilà, opérationnellement. À mesure où les constatations s'effectuent dans un cadre professionnel, ça renvoie après effectivement aux procédures internes à chaque institution. Au département, par exemple, il est demandé que chaque travailleur social qui procède à un signalement auprès du procureur en informe au minimum son chef de service. Voir que le signalement soit contrevisé par le chef de service, voilà, parce que ça engage quand même l'institution. Hein, mais je vous rejoins sur le fait que ce sont des modalités habituelles de transmission de l'information. Mais après, on n'est pas sur du contraignant. Mais c'est vrai que ce genre d'action louable, madame, que vous faites, effectivement, ça peut parfois déplaire à certains chefs de service qui peuvent avoir la volonté de contrôler tout ce qui sort de l'extérieur et notamment tout ce qui est transmis au parquet. Et c'est vrai qu'on peut entendre aussi qu'en tant que responsable, on puisse avoir à cœur d'être au courant des informations. Alors je ne rentrerai pas plus en détail dans votre situation, peut-être existe-t-il des difficultés dans l'organisme dans lequel vous travaillez, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas vous, si vous avez connaissance d'une situation de danger, je pense que vous ne dormirez pas bien le soir si vous ne la signalez pas, et je pense que ça serait presque votre devoir de passer outre, si en tout cas, on va dire, les réticences ou la passivité, la carence que vous pouvez peut-être rencontrer peut confiner ensuite à une dénonciation peut-être pas d'un crime, mais en tout cas d'un délit éventuel contre la personne âgée. Merci beaucoup Madame le bâtonnier de nous avoir accueillis dans cet amphithéâtre des avocats. Et ceux d'entre vous qui le restent et qui ont encore quelques instants peuvent rester autour d'un petit jus de fruits, continuer ces débats très intéressants. Voilà, merci.